Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler dans cet atelier de comment utiliser l'IA en tant que développeur. Pour ce faire, on va faire une introduction rapide aux LLM et aux agents. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on en a déjà parlé en plénière et dans l'atelier d'Alexandre avant. Ensuite, on va parler des cas d'usage dans le développement avant de faire un focus sur Cursor. Cursor qui est l'IDE IA que j'utilise au quotidien. Ensuite, on parlera de la standardisation des protocoles, parce que c'est quelque chose qui est très important pour l'IA et qui est réellement une de ses forces depuis quelques mois. Et pour finir, on parlera des pratiques à éviter en utilisant l'IA en tant que développeur. Alors tout d'abord, la différence entre LLM et agent, bon, on en a pas mal parlé déjà. Les LLM sont des modèles qui sont entraînés sur une vaste quantité de données textuelles définies, donc ce qui fait qu'ils seront moins spécifiques qu'un agent qui permet de retrouver du contexte, d'appeler des outils spécifiques en s'appuyant sur un LLM. Donc, ce qui fait que les LLM sont limités à leurs données d'entraînement, ils sont plus généralistes, là où les agents sont plus spécialisés, en fonction de comment on les paramètre. Alors, les cas d'usage dans le développement, et ce dont on va parler un petit peu dans cet atelier, tout d'abord l'assistance à la programmation. Donc, ça passe par des suggestions de code, de la complétion de code, la génération de code à partir de complétion, tout ça on en parlera juste après. On peut également faire du débugage, optimiser, générer des scénarios tests, des données tests, des tâches qui sont assez chronophages pour des développeurs et pas forcément super intéressantes. Je parle surtout pour les données tests, par exemple. Donc on peut détecter automatiquement des bugs, suggérer des corrections, optimiser du code, le refactorer. On peut également structurer et documenter le code, donc ça peut être de la documentation pure et dure ou alors des commentaires dans le code de la Javadoc, par exemple. Et ensuite, on peut utiliser l'IA en tant que développeur pour porter son code, donc que ce soit d'un d'un langage à un autre. On a eu le cas d'Alexandre Voland, qui, par exemple, voulait migrer des scripts vers PowerShell pour un changement d'environnement. Typiquement, c'est des choses qui fonctionnent assez bien. Également, par exemple, migrer du Python vers du Java pour des fonctions assez courtes, ça fonctionne bien. Je n'ai pas testé sur des projets plus grands. Ce que j'ai testé, c'est la montée de version, donc que ce soit de la montée de version d'un framework, par exemple, je l'ai testé sur une application Vue pour monter de Vue 2 à Vue 3. Ça a fonctionné très bien en passant fonctionnalité par fonctionnalité, monter les versions, changer les librairies, migrer les librairies, ça marchait super bien. Alors, monter de version d'une librairie, c'est également quelque chose qui fonctionne assez bien, encore mieux avec Cursor, on en parle après. Justement, les outils disponibles pour développer avec de l'IA, on en a qui sont intégrés à l'IDE. Donc, dans vos IDE existants, je parle pour IntelliJ et Visual Studio Code. Pour les autres, je connais pas trop. Mais on a GitHub Copilot, l'un des premiers sur le marché, le premier que j'ai essayé, qui est sorti en 2022-2023, je sais plus. Firebase Studio, anciennement Projet DX de Google, puis développeur Amazon. Donc on voit que toutes les grandes entreprises ont leurs solutions. Donc on a d'autres solutions comme Augment, SuperMaven, Tabnine. J'ai testé globalement toutes ces solutions et elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Et à côté de ça, du coup, il faut bien différencier ces outils des LLM en général. Donc, ChatGPT qui est une IA conversationnelle classique, Gemini, CodeLlama spécialisé sur le code, mais qui sont vraiment des outils génériques et pas spécialisés dans un IDE. À côté de ça, on a des IDE spécialisés donc qui emmènent l'expérience IA pour le développeur encore un peu plus loin. Donc on a Cursor, dont on va parler juste après, parce que c'est ce que j'utilise au quotidien. On a également Windsurf, un de ses concurrents qui s'appelait anciennement Cosium, et Void, qui est l'alternative open source, qui a encore un peu de retard, mais qui est très prometteuse. Donc comme j'ai dit, on va parler de Cursor, mais il faut savoir que Windsurf est un IDE spécialisé, mais il est également disponible en plugin dans IntelliJ VS Code aussi, je crois, là où c'est pas le cas pour Cursor. Justement, un focus sur Cursor. Donc, Cursor, qui est l'IDE que j'utilise au quotidien, on va parler de trois de ses fonctionnalités phares. La première, c'est l'autocomplétion, donc la suggestion de code par IA. La deuxième, c'est la génération de code, donc la génération de plusieurs fichiers de code via un simple prompt. Et pour finir, on va voir comment Cursor intègre l'appel d'outils externes. Du coup, une première vidéo. Alors, c'est des vidéos de code.
n'y a absolument pas besoin de comprendre ce qui est écrit en code. C'est le code d'une application sur laquelle j'ai travaillé pour apprendre Flutter, qui est le framework que j'utilise au quotidien, qui utilise le langage Dart et qui permet de faire du développement mobile. Comme j'ai dit, il n'y a absolument pas besoin de comprendre ce qui est écrit, on va en parler un petit peu, mais c'est vraiment pas le but de comprendre le code, c'est de voir comment il est généré plutôt. Donc ici, on est dans une application qui permet de récupérer des articles d'actualité via une API publique, tout simplement. Et on voit qu'on a plusieurs méthodes, donc getNewsArticle, localNewsArticle, save, delete, et nous, on aimerait bien en faire une update. Donc, on se contente d'écrire update dans l'IDE. Et là, vous voyez, avant que je lance la vidéo, on voit une petite proposition, là, future void update local news article. Cette proposition, en fait, c'est une proposition qui est proposée par l'IDE et il va nous suffire de faire tab pour l'accepter. Vous allez voir quand je lance la vidéo. Voilà. Là, j'ai fait uniquement tab pour l'accepter. Je vais passer à travers les divers fichiers pour implémenter cette méthode. Et on voit qu'en fait, comme il sait que je suis en train de faire une méthode update, il va me proposer de l'autocomplétion très rapidement. Donc là, on voit qu'il ne me propose pas la bonne chose. Donc, je vais juste écrire update et on voit qu'il va me proposer de compléter cette méthode. Donc, ça a été assez vite. En fait, il faut bien comprendre que c'est compliqué de retranscrire ce mécanisme. Pourquoi? Parce que on s'en rend plus compte en l'utilisant au quotidien, on commence à écrire du code et on voit que l'IDE complète automatiquement ce qu'on essaie d'écrire. Donc, c'est vraiment une feature qui a essayé, mais qui ne fait pas gagner énormément de temps, parce qu'on voit qu'elle n'est pas très grande, cette ligne, même si l'autocomplétion, elle est capable de générer des fonctions beaucoup plus grandes. Et là, on voit que, bon, ça, à la main, j'aurais pas mis longtemps à écrire, mais sur l'échelle d'une journée, on fait énormément de fois cette action d'autocomplétion par IA, et ça fait gagner un peu de temps, ça permet de réfléchir à des choses peut-être un peu plus importantes que juste écrire une fonction update article, article modèle article, qui est somme toute très basique, et pas forcément super intéressante à faire pour le développeur. Donc c'est vraiment à l'utilisation dans le flow. C'est l'une des portes d'entrée à l'utilisation de l'IA dans le développement, parce que là, j'utilise un IDE spécialisé, mais on a parlé tout à l'heure des outils plugins utilisables directement dans vos IDE actuels, pardon, que ce soit VS Code ou IntelliJ, encore une fois. En fait, juste en se contentant d'installer ces plugins, on va voir apparaître les autocomplétions IA. Donc on peut continuer à coder comme on le faisait avant et s'imprégner de cette fonctionnalité au fur et à mesure sans avoir à changer toutes ses habitudes. Donc ça, c'est une bonne porte d'entrée, mais c'est pas les fonctionnalités, on va dire, phares de Cursor. La fonctionnalité phare de Cursor, c'est de générer du code à partir de langage naturel, donc via les prompts. Alors du coup, une autre vidéo, donc une vidéo qui fait 5 minutes, qui est un peu longue, mais promis, ce sera pas ennuyant. C'est une vidéo dans laquelle je vais essayer de générer une nouvelle fonctionnalité pour ma petite application. Du coup, voilà la petite application qui permet juste d'afficher des articles de presse via cette API publique. Donc rien de bien fou, je faisais ça pour apprendre le langage à l'époque, mais j'aimerais bien avoir une fonctionnalité de recherche. Du coup, pour ça, j'ai créé un prompt dans lequel je demande voilà, d'implémenter une nouvelle fonctionnalité. Et là, quelque chose qui est assez intéressant, je vais mettre pause sur la vidéo. Voilà. On voit que je lui demande surligné là de se référer à la News API. Alors News API, c'est tout simplement la documentation de l'API publique que j'utilise, que j'ai ajouté dans Cursor. Donc je me suis contenté de prendre le lien, de le mettre dans Cursor. Il y a une fenêtre de fonctionnalité dédiée, et lui, il a indexé toute la documentation. Et là, je lui dis d'y faire référence quand il veut implémenter ma fonctionnalité de recherche, parce qu'il va avoir besoin de trouver l'endpoint pour pouvoir faire la fonctionnalité de recherche. Donc il va aller chercher dans la documentation pour m'implémenter la fonctionnalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Et ici, je m'arrête un petit peu. Là où il y a écrit auto, la vidéo bug un peu, mais c'est un endroit où on peut sélectionner le modèle qu'on veut utiliser, qui, selon moi, est une des grandes forces de Cursor. Là, on voit quelque chose de très intéressant aussi. Je pose plusieurs fichiers. Donc dans un dossier .cursor/rules. Et en fait, ce sont des règles sur le code qu'il doit générer. Donc en fait, dedans, il y a la règle sur l'architecture qu'il doit respecter, puisque je code avec une architecture bien précise qui s'appelle la clean architecture, pardon, pour ceux qui connaissent. Et je lui donne des règles
pour lui dire de respecter cette architecture, quoi mettre, à quel endroit. Je lui donne des règles pour mon code style aussi, je lui dis, en lui disant que je veux des fonctions de pas plus de 10 lignes, que je veux qu'il type toutes ces variables, que je veux qu'il fasse des imports par package plutôt que relatif, peu importe, on peut imaginer n'importe quelle règle. Moi, c'est la règle que j'ai décidé de suivre dans ce projet. Et pour chaque règle, je peux lui dire, là, on voit en haut du fichier, quand est-ce que je veux qu'il l'applique. Donc soit on peut lui décrire quand il va l'appliquer. Donc là, par exemple, c'est l'injection de dépendance sur laquelle je me pose. Je lui dis qu'il doit prendre en compte cette règle quand il génère une nouvelle feature. Donc ce fichier de règle sera pris en compte. On peut lui dire de prendre en compte un fichier tout le temps. Par exemple, le code style, je veux qu'à chaque fois qu'il produise du code, ça respecte mon styling de code. Donc je lui dis de prendre en compte cette règle tout le temps. Donc voilà, il y a plusieurs fichiers, et on va voir après que quand je lui demande de générer, il va me dire quelle règle il a appliquée et où est-ce qu'il est parti chercher les informations de l'API. Donc là, on voit, il commence à générer, et on se rend compte qu'il y a, ces six liens dans la documentation qu'il allait consulter pour générer. Et ensuite, on va voir qu'il va nous montrer voilà, toutes les règles qu'il utilise pour générer cette feature. Ça, c'est quelque chose qui est très important selon moi, parce que ça permet de générer du code propre au style du projet, aux besoins du projet, à l'architecture du projet, et de ne pas avoir du code générique généré par un LLM comme il l'aurait fait pour n'importe qui. C'est vraiment spécialisé pour le projet. Donc là, la vidéo est un peu accélérée. Au total, elle fait 5 minutes. J'ai chronométré la fonctionnalité qui fonctionne de A à Z. Ça m'a pris 15 minutes. Donc, ce qui est vraiment pas beaucoup, puisqu'à la main, j'aurais pris sans doute une demi-journée à faire si j'avais eu des problèmes, une journée à faire. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais comparé à 15 minutes, c'est quand même non négligeable. Donc là, on voit qu'il va nous générer plusieurs fichiers. De temps en temps, on voit qu'il y a des erreurs. Et quand il y a des erreurs, il va essayer de se les corriger lui-même. Il y a même un endroit, on y arrive, où il génère des fichiers, ça marche pas, il change des choses, ça marche pas. Il dit, moi, c'est pas grave, je vais tout supprimer. Là, c'est ce qu'il me demande de faire. Il me demande mon accord pour supprimer les fichiers. Et il va les recommencer de zéro, puisque ça fonctionnait pas. Donc voilà. Là, maintenant, il a commencé de zéro, ça fonctionne. Il me fait mon injection de dépendance, il va me faire mon affichage. Et ensuite, on aura une fonctionnalité dans l'application. Donc là, voilà, il me demande de lancer une commande qui permet de générer le code, puisque dans Flutter, les librairies que j'utilise demandent une génération de code. Donc lui, comme il le sait, il a vu les librairies que j'utilisais, il le fait. Donc là, en reloadant l'appli, on voit bien que j'ai une petite search bar en haut. Cette search bar, je vais l'essayer, mais on va voir que je vais tomber sur une erreur. Alors c'est là où je vais faire pause dans la vidéo, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est que cette erreur, euh, étant quand même un développeur Flutter depuis quelques années, je sais qu'elle peut avoir deux causes. La première cause, c'est qu'il y a vraiment une erreur dans le projet, il y a quelque chose qui n'est pas bien fait à un endroit. La deuxième, c'est potentiellement des fois qu'il suffit de relancer l'application. Donc, par exemple, là, c'est ce que je vais faire. Je vais me contenter de relancer l'application. Pourquoi? Parce que j'ai su lire l'erreur et j'ai pas fait aveuglément confiance à l'erreur. Je me suis pas dit, je vais copier-coller l'erreur sans la lire, je vais l'envoyer à Cursor et il va me régler mon problème. Parce que si c'est juste un problème de relancer l'application, Cursor, il m'aurait touché à mon code alors que le code était bien. Bon, je vais spoiler un petit peu, j'ai relancé l'application, ça a toujours pas fonctionné. Mais ça valait le coup d'essayer, et si ça avait été ce problème-là d'uniquement relancer l'application, j'aurais gagné beaucoup de temps parce que je sais ce que je fais, je sais ce que Cursor va me générer. Enfin, oui, je sais le code qui va me générer, je le comprends et je l'aurais fait globalement de la même manière. Donc là, je lui donne l'erreur. Il me dit OK, c'est une erreur classique, problème d'initialisation, OK. J'ai changé quelque chose, va retester. Je reteste, ça fonctionne toujours pas. J'essaie quand même toujours de relancer l'application, parce que voilà, ça peut toujours venir de là. Et ça, il faut le savoir, hein, plutôt que faire confiance aveuglément à Cursor. On voit que ça fonctionne toujours pas, donc je vais lui renvoyer le message d'erreur. Ce qui est aussi intéressant dans cette section, c'est qu'on voit que pendant qu'il génère le code, bon là pour les besoins de la présentation, je suis resté sur la fenêtre de génération, mais je peux totalement faire autre chose. C'est-à-dire que je peux totalement aller lire une documentation pour utiliser plus tard dans le projet, aller, je ne sais pas, m'entraîner pour la XIA d'Azatour. Et je peux même configurer Cursor pour qu'il mette une petite alerte sonore quand il a besoin de moi ou qu'il a fini de générer une fonctionnalité. Donc voilà,
déjà c'est très court, et en plus, on peut faire d'autres choses pendant qu'il génère. Ça peut aussi être intéressant de lire ce qu'il génère pour comprendre, mais de toute façon, il nous fait un résumé à la fin. Donc là, on voit qu'il a modifié quelque chose encore, donc bon, je vais aller retester, là, il me dit ce qu'il a modifié, mais je vais surtout aller voir si ça fonctionne pour l'instant. Et du coup, bah, ça va fonctionner. Voilà, j'ai ma fonctionnalité de recherche, je peux rechercher des articles, et ça fonctionne comme ça devrait, hein. C'est une fonctionnalité qui est très basique, mais elle a été créée très vite, et dans des projets à plus grande envergure, j'ai eu l'occasion d'utiliser Cursor là-dessus. Ça fonctionne aussi très bien tant qu'on arrive à différencier les fonctionnalités, à les compartimenter. Ça fonctionne extrêmement bien et ça nous permet de générer énormément de code très vite. Et là, on voit la vue qui permet de voir les changements que Cursor a fait au code, donc un peu une vue à la git merge, et qui permet de relire tout ce qu'il a fait. Donc en fait, moi, au quotidien, je code assez peu, beaucoup moins qu'avant. En fait, je me contente de faire des code review de Cursor, là, comme ça. Et s'il y a quelque chose qui me convient pas, je peux aller lui dire dans le chat, ou alors je peux me contenter de tout accepter. Mais si je voulais modifier quelque chose dans un fichier, je peux lui dire, OK, bah là, je l'aurais pas implémenté comme ça, est-ce que tu peux me changer? Il va me faire les changements. Et même si j'ai une conversation de plusieurs itérations, je peux par exemple revenir à un point dans le temps. Si je trouve que tout ce qui a été généré, là, on s'en sort pas pendant une demi-heure, avec curseur, bon, ça marche pas, j'ai la possibilité de revenir à un point bien précis, un état bien précis de mon application dans laquelle elle fonctionne. Donc là, pour moi, c'est la partie la plus intéressante de Cursor, parce que ça permet vraiment de générer des fonctionnalités complètes qui respectent une architecture, qui respectent un style de coding, enfin qui sont maintenables quoi, par un humain, compréhensibles par un humain, de manière très rapide. La dernière, voilà, la dernière fonctionnalité de Cursor, c'est l'appel aux outils externes. Alors Cursor implémente le protocole MCP dont on va parler juste après, qui est un standard développé par Anthropic. Donc Anthropic, grand concurrent d'OpenAI, enfin un équivalent, ils font les modèles Claude. Claude que j'utilise d'ailleurs pour générer les fonctionnalités, parce que je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Et dans cet exemple, du coup, le protocole MCP, j'ai mis le MCP de GitHub. On en parle juste après de ce que c'est un MCP, je vous fais la démo d'abord. Donc, dans cet échange qu'on voit à droite, en fait, j'ai discuté d'une montée de version, puisque j'avais une librairie deprecated dans mon projet. Donc, j'ai discuté avec Cursor, le 3.7 derrière, d'une montée de version. Donc, je lui ai donné, encore une fois, la documentation de la librairie et des breaking changes pour la montée de version. On a discuté, on a dit OK, il faudra changer ça, ça, ça. Je lui ai dit OK, là, est-ce qu'il y a des trucs à toucher? Non. Cependant, j'avais pas envie de faire cette montée de version tout de suite, parce que c'était que deprecated, mais je voulais pas en perdre la trace. Et du coup, je lui ai demandé de créer une issue GitHub pour upgrader ce package autoroute. Et comme j'ai le MCP de GitHub avec, avec un token pour qu'il puisse accéder à mes repos, lui, il me propose, voilà, call de MCP tool. J'ai dû accepter quand même. On peut voir les paramètres avant, je ne l'ai pas montré ici. Mais du coup, il est parti me créer une issue GitHub avec tout ce dont on a parlé juste avant. Et ça nous permet de laisser une trace et ça s'intègre dans GitHub. Alors j'ai pris un exemple de GitHub, mais on va voir sur la slide juste après qu'MCP, ça peut être n'importe quoi. On parle de la standardisation des protocoles. Donc MCP, créé par Anthropic, comme je l'ai dit, permet de standardiser l'utilisation des outils externes par les agents, et ça fonctionne comme ça. Il se trouve au milieu, MCP, et en fait, c'est une couche d'abstraction qui permet à un agent d'appeler n'importe quel outil. On a des MCP qui sont développés pour Figma, pour Postgre, pour Gmail, on a vu celui de GitHub. Il y en a globalement pour tout et n'importe quoi, parce que c'est open source. Il y a des sites qui permettent de référencer tous les MCP disponibles et ça s'installe très facilement. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais c'est 3 lignes de JSON dans laquelle on met le lien du MCP auquel on veut accéder, éventuellement une clé d'API, parce que forcément, pour accéder à Gmail, il faut une clé d'API pour accéder à ces mails. Et du coup, ce protocole permet de standardiser ces appels. C'est ce qui est fait dans Cursor. Voici une liste qui est présente sur les sites web d'Anthropic de tous les clients qui supportent MCP. Alors on a plusieurs catégories, hein. On voit tout en haut du tableau à gauche, ressources, prompt tools, sampling, routes. Tools, c'est ce qu'on a vu là avec GitHub. Ressources, c'est ce qu'on a vu juste avant avec les règles que j'ai données à Cursor pour la génération de code et lui dire quand il doit les appliquer, quand il ne doit pas les appliquer.
Mais on voit qu'il y a énormément de clients, et encore c'est assez jeune MCP, puisque ça a été créé en novembre 2024, ça a explosé en janvier 2025, on va dire. Mais ça permet d'appeler des outils externes et de créer potentiellement ses propres MCP, puisque c'est pas compliqué. C'est un peu comme ce qu'on a vu dans la présentation d'avant pour ceux qui étaient présents sur, Spring AI. On pourrait très bien imaginer créer un MCP pour notre SI interne et pouvoir faire tous ces appels directement depuis Claude Desktop, qui n'est plus ni moins que le chat GPT, mais de Anthropic, plutôt que de le faire, comme on l'a vu dans la présentation d'avant, via un chatbot intégré. Ici, on pourrait très bien déployer, enfin, utiliser, créer, pardon, un MCP giga classique. Voilà. Le deuxième protocole de standardisation qui est intéressant, c'est A2A. Donc là, c'est beaucoup plus jeune, ça a été créé en mars 2025, si je ne me trompe pas, par Google, et c'est un protocole qui permet de standardiser l'interaction entre agents. Donc en fait, ça permet d'avoir, imaginons, un agent chez Mistral, un agent chez OpenAI. S'ils supportent tous les deux le A2A protocole, ils pourront discuter entre eux. Et donc ça nous permet de faire des équipes d'agents inter-LLM, on va dire, et on peut imaginer que ces agents, ils aient eux-mêmes des teams d'agents en local, qu'ils aient accès à des MCP différents. Et on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais l'interaction entre agents et avoir des équipes d'agents, chacun spécialisé sur des tâches, permettent de réaliser des tâches bien plus complexes que si on utilise un seul agent ou un seul LLM. Le gain de temps estimé, ça c'est des petits stats de GitHub Copilot McKinsey. Donc, globalement, on est à deux fois plus efficace. Moi, j'ai tendance à dire que ces chiffres sont assez conservateurs et surtout peut-être pas très bien placés, encore moins maintenant. Pourquoi? Parce que en fait, on compare deux choses qui sont pas comparables. On compare quelqu'un qui code à la main et quelqu'un, par exemple, comme je disais, moi justement, qui ne code plus. Moi, je fais des code reviews. Donc en fait, je fais limite plus le même métier. Je pense, j'ai beaucoup plus de temps pour penser à l'architecture, comment calibrer, réutiliser, comment implémenter une fonctionnalité, mais je ne le code plus moi-même. Donc, vous l'avez vu juste avant, de toute façon, avec la génération de la fonctionnalité, je vous laisse faire, vous faire votre propre avis sur le gain de productivité estimé, qui est, selon moi, astronomique. Mais ça, on va en parler un tout petit peu après. J'insiste sur le fait que l'IA est un assistant, pas un remplaçant. On l'a vu par exemple dans la vidéo de génération. Si j'avais pas eu déjà rencontré cette erreur, cette fameuse erreur qu'on a eue en générant la fonctionnalité et que je ne savais pas qu'il fallait potentiellement juste redémarrer l'appli pour que ça fonctionne, j'aurais pu tourner en rond pendant 2 jours sans problème. Donc ça, le développeur apporte une réelle euh, expertise dans son domaine, c'est son travail, et il utilise l'IA comme un accélérateur, pas comme un remplaçant en fait. Il y a des pratiques à éviter en utilisant les LLM. Il faut absolument pas se fier aveuglément euh, à ce qu'ils nous proposent. Pourquoi? Parce que comme un développeur, on peut faire du code qui fonctionne, mais c'est pas forcément la bonne solution. Ça peut ne pas être optimisé, ça peut avoir des problèmes de sécurité. Donc il faut absolument pas se fier aveuglément. Moi, j'ai pour habitude de dire que c'est bien d'utiliser l'IA pour générer du code qu'on aurait su faire à la main. Mais s'en servir uniquement comme accélérateur, ça nous permet de pouvoir vérifier tout ce qu'il a codé, un peu, voilà, un tech lead qui pourrait vérifier ce qu'un junior code, ben c'est un peu la même chose. On prend un peu cette casquette de vérificateur, de pull request, de code review. Il faut aussi éviter la dépendance excessive. Pourquoi? Parce que du coup, si on se réfère uniquement au LLM, on n'apprend plus. Et c'est un problème, parce que du coup, la montée en compétences va devenir très limitée si on se contente de manger ce que nous donnent à manger les IA, sans essayer de comprendre, sans essayer d'apprendre. Donc il faut toujours essayer, selon moi, de générer du code qu'on aurait su faire à la main, et si ce n'est pas le cas, générer du code et essayer de comprendre ce qui a été généré, et ensuite d'aller creuser le sujet. Pour finir, il ne faut pas négliger la sécurité en 2 points. J'ai dit juste avant que le code généré pouvait très bien utiliser des dépendances déprecatées avec des failles de sécurité, donc ça faut faire très attention par exemple, mais aussi dans la manière dans laquelle c'est utilisé, parce qu'on parle quand même d'une IA qui est intégrée à notre IDE. Alors il faut faire attention aux fichiers, si on a des secrets dans notre projet. Alors par exemple, Cursor et la plupart des IDE spécialisés sont programmés pour ne pas du tout tenir compte des fichiers comme des fichiers .env par exemple, dans lesquels peuvent se trouver des clés d'API, des données sensibles. Maintenant, il faut faire attention si on se retrouve avec des projets dans lesquels on a des données qui ne devraient pas se trouver. C'est un peu comme la data, comme on l'a dit en plénière,
no data, no IA. Et ben, c'est un peu pareil avec les projets. Si les projets sont pas propres, il faut faire attention en utilisant l'IA dessus. Maintenant, le futur de l'IA dans les entreprises technologiques, bah, l'IA accélère énormément le cycle de développement, elle améliore l'efficacité et la productivité des équipes. Donc forcément, les évolutions des exigences pardon, du marché vont évoluer. On a eu un exemple très récemment avec le CEO de Shopify, une note interne aux employés qui a fuité sur Internet, dans laquelle il précisait que lors des évaluations annuelles des employés se tiendraient des tests d'IA, à l'embauche également, des tests sur est-ce que le développeur est capable de développer avec de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, ça accélère le cycle de développement, ça améliore l'efficacité. Maintenant, j'aime bien mettre ça en perspective. Certes, on est capable d'aller plus vite, mais ça ne veut pas forcément dire générer une fonctionnalité en 2 jours à la place de 10. Ça peut être générer une fonctionnalité en 5 jours à la place de 10, mais la faire 2 fois plus qualitative, s'assurer qu'elle est bien testée, s'assurer qu'elle est bien documentée. Maintenant, c'est possible de faire ça plus rapidement qu'avant, donc c'est à nous de voir, c'est au marché de voir comment il veut utiliser ce gain de temps pour faire des applications plus qualitatives, éviter la dette technique, ou alors vouloir aller toujours plus vite, mais rester sur les mêmes problèmes qu'on avait avant, puisque les problèmes de dette technique, de code pas commenté, ils viennent du fait que les deadlines sont parfois trop courtes. Maintenant, au niveau de la sécurité interne, une solution pour pallier ces difficultés, les données sensibles, c'est d'héberger son IA en interne. On a vu que Cursor utilisait des modèles très connus, hein, comme Claude, il peut utiliser ChatGPT, GPT-4o, O4, je ne sais plus. Oui, O4 et O1, Gemini, mais il y en a plein d'autres, des DeepSeek. Le problème, c'est que voilà, les politiques sur les données, on ne sait pas bien comment ça fonctionne des fois. Une alternative peut être d'héberger une IA directement en local et de l'utiliser. Alors, Cursor ne permet pas d'utiliser des IA locales, malheureusement, mais si je ne me trompe pas, son compétiteur open source Void veut pouvoir utiliser ces IA locales. De toute façon, l'IA, on en a parlé depuis le début de cette journée, ça évolue très rapidement, les outils pardon, évoluent très rapidement. Mais voilà, héberger l'IA en local, moi, je l'ai essayé sur les démos que j'ai faites, hein. Là, c'était avec Mistral dans l'atelier d'avant, mais j'ai essayé avec des modèles qui tournent sur un Mac mini, donc ça prend pas énormément de puissance, hein. C'est un Mac mini avec 8 Go de RAM. J'arrivais à faire tourner des petits modèles, pas aussi puissants que ceux que j'utilise là avec Cursor, mais j'avais pas non plus une bête de compétition avec moi. Donc, tout ça, ça permet de réduire les risques et protéger les données sensibles, mais ça peut aussi permettre une personnalisation qu'on voit arriver de plus en plus avec les IA dans le cloud, du fine-tuning, des RAG, qui n'était pas forcément le cas avant, mais l'héberger en local, ça permet de lui donner accès potentiellement à des ressources qui ne sont pas disponibles pour les IA cloud. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Axi pour qu'on en parle si cette présentation vous